Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir de vous retrouver pour un nouveau numéro de Face Foot, votre émission foot du lundi soir. On va revenir avec ce qui a fait l'actualité, bien évidemment. La liste des 23 du sélectionneur national qui est tombé cet après-midi. Il devait être 15h20, 15h30 quand c'est tombé sur le site officiel. On va en parler dans le face-à-face dans cette émission. Et bien sûr, vos questions sur la page Facebook de l'émission. Dans la troisième et dernière partie de Face Foot. On va commencer bien sûr avec les faits marquants de la semaine. C'est la Newsweek. Tout de suite, signé Mohamed Aberkan. L'ombre du joueur camerounais décédé le 23 août dernier à Tizi Ouzou plane toujours. Ultime rebondissement hier dans cette affaire scabreuse à la demande d'André Bojongo, père du joueur Albert Ebossé. L'hôpital militaire de Douala a fait une autopsie du corps du défunt. Et selon le docteur André Mounet, médecin anatomo-pathologiste, chef de l'équipe des médecins légistes, Albert Ebossé Bojongo est décédé des suites d'une agression brutale avec polytraumatisme crânien, une embarrure de la calotte, la fracture des os de la bosse, la fracture des vertèbres cervicales et sur l'épaule gauche, une luxation et une fracture maquée de la clavicule du même côté. C'est en tout cas le rapport de 15 pages présenté en conférence de presse. Une sortie médiatique qui vient démentir le rapport d'autopsie de l'hôpital de Tizi Ouzou qui avait annoncé que la mort du Camerounais a été causée par un objet contondant jeté des tribunes. Dit en vrai dans cette affaire, où sommes-nous en train de remuer le couteau dans la plaie? Affaire à suivre. Sitôt entré dans la compétition, sitôt éliminé. L'Entente Sétif n'ira pas au bout de son rêve. Battu samedi soir 1-0 au stade Moulay Abdallah Araba par les Néo-Zélandais d'Auckland City en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Les Sétifiens qui n'auront pas le temps de goûter à ce prestigieux tournoi, eux qui pour la première fois représentent l'Algérie dans ce rendez-vous des ténors mondiaux, sont tombés face à des Néo-Zélandais plus mordants, plus volontaires et plus réalistes. Après avoir éliminé le Morlaix de Tétouan mercredi soir en huitième de finale, les Néo-Zélandais ont dominé leur adversaire physiquement et surtout les compartiments. Le salut viendra d'Irving qui offre une qualification en demi-finale pour Auckland City. Sétif a montré bien des faiblesses. Si les habitués de Dame Coupe ont réservé un billet pour le prochain train, à l'image de l'USM Alger, du CS Constantine, de la JS Kabylie ou encore du Moulia d'Oran, l'autre Moulia, celle d'Alger, est sortie de la petite porte. Le détenteur du trophée quitte la compétition tête baissée. Face à une équipe réduite à 10, le doyen des clubs algériens a étalé toute son impuissance. Déjà sérieusement amoché, le club risque le coma profond les jours à venir. Voilà donc ce qui a marqué la semaine et on va en parler avec toute l'équipe de Face Foot en commençant la présentation de ce soir après la Newsweek avec le coach Nordine Saadi qui est avec nous ce soir. Nordine, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir à tout le monde. À côté de vous, c'est Hadj Adlan qui fera partie de l'équipe technique de Face Foot comme tous les lundis. Salut Hadj. Salut Riyad. Comment ça va? Ça va et vous? Ça allez bien? Semaine difficile? Tranquille. Tranquille. Hein. Que ça dure. Quand on gagne, c'est tranquille. Oui. De l'autre côté, côté rédaction, compétition est là avec Alafiq Habib. Bonsoir Alafiq. Bonsoir Riyad. Vous avez aussi attendu cette liste qui est tombée finalement dans l'après-midi. Généralement, elle tombe avant les bouclages. Oui, ça a été une bonne chose. On a eu le temps de la commenter et de la travailler. Ce n'est pas le cas de l'APS qui publie immédiatement après avoir l'information. Et l'APS, c'est bien sûr Jamal Rachdi. Salut Jamal. Bonsoir Riyad. Bonsoir tout le Merci monde. d'être là à côté de vous. Mohamed Aberkan de la rédaction de DLTV. Salut Mohamed. Bonsoir Riyad, bonsoir tout le monde. Alors, vous l'avez vu dans la Newsweek de cette semaine avec cette affaire qui rebondit. Et c'était il y a 3 ou 4 jours. Donné par le journal français L'Équipe, qui publie une interview du nouvel avocat de la famille Ebossé, M. Bertrand, si je ne me trompe pas, qui donc a fait une conférence de presse et qui divulgue les résultats d'une seconde autopsie qui change complètement celle qui a été effectuée à Alger et qui donne également beaucoup d'informations sur l'indemnisation de la famille notamment et beaucoup d'autres choses. Une affaire qui tombe à point nommé pour certains ou très mal pour d'autres. Votre commentaire, messieurs, sur cette information publiée par l'Équipe et cette interview? Il n'y a pas que l'information. Que compétition a repris. Il n'y a pas que l'information publiée par l'Équipe. En fait,
l'équipe a eu peut-être une exclusivité sur le contenu du rapport de l'autopsie. Il y a eu ensuite une conférence de presse qui s'est tenue avant-hier, animée par l'avocat de la famille des Bossé, ainsi que le médecin qui a fait l'autopsie. Bon, dans cette histoire, on parle de rebondissement, mais de quel rebondissement? Parce que finalement, nous, on ne connaît pas le contenu de l'autopsie faite par les médecins algériens. On nous a parlé d'un traumatisme crânien et pas plus. Donc, rien ne dit que les deux autopsies ne se rejoignent pas quelque part. À mon avis, on a fait beaucoup de bruit sur une affaire qui a été traitée quand même par des spécialistes, qui dit que, en présentant le médecin camerounais comme une sommité mondiale, c'est-à-dire en remettant en cause ce qui a été dit ou fait par les spécialistes algériens. Bon, à mon avis, ils ont profité d'une carence, comme d'habitude, de la communication. Les Algériens ont mal communiqué. Finalement, on ne sait pas grand-chose sur cette histoire. Ça, dans la conférence, on déplore aussi que l'enquête n'avance pas. En fait, voilà, bon, c'est vrai aussi que, même par rapport à l'enquête, on sait qu'il y a une plainte contre X, et on ne sait pas encore les conclusions de la police et du procureur. On ne les connaît pas pour le moment. Est-ce qu'il y aura procès? Ça aussi, on ne répond pas. On ne peut pas répondre à cette question. Et on attend encore la réponse officielle. Donc, comme j'ai dit, sur la conférence de presse, sur la dernière, il y a eu l'histoire de l'autopsie. Ensuite, il y a un côté argent où la famille des Bossé déplore le fait que ni la fédération, ni le club, en l'occurrence la JS Kabylie, n'ont encore envoyé l'argent promis pour, entre autres, l'indemnisation donnée par l'assurance, les promesses du président du club, les salaires jusqu'à la fin du contrat du regretté Ebossé. Bon, dans tout ça, là encore, le club et la fédération doivent répondre, c'est tout à fait normal. S'il y a de l'argent à transférer, il faut le faire le plus tôt possible. Mais le plus important, c'est de répondre au rapport de l'autopsie. Et là, j'ai lu ce matin que le procureur général de Tizi Ouzou s'est exprimé. Il a promis que dans quelques jours, il va communiquer enfin sur cette Pour avancer, on va aller très vite dans cette Newsweek aujourd'hui. Jamel, l'autre question qu'on peut se poser, quand Rafiq dit justement on ne sait vraiment pas si les deux rapports sont contradictoires, et que cette affaire ressurgisse encore une fois alors qu'elle a fait beaucoup de mal à notre football, elle a fait du mal à la JSK, et quand cette affaire sort maintenant à quelques encablures de la Coupe d'Afrique des Nations, à une éventuelle désignation de l'Algérie alors qu'elle est candidate à 2017, est-ce qu'on ne peut pas se poser naturellement des questions? Pourquoi maintenant? Bon, tout d'abord, moi, je regrette, sans remettre en cause le rapport d'autopsie qui a été fait, mais je me demande pourquoi on a mis autant de temps pour faire une contre-expertise, d'abord. Je déplore aussi, comme l'a dit l'affaire, le fait que les autorités algériennes, les autorités médicales algériennes et judiciaires, n'aient pas communiqué les rapports de l'enquête qui a été entreprise ici. À la lecture de tout ce qui a été dit dans ce contre-expertise, on dirait que Ebossé, le regretté Ebossé, la Yahbou, a été l'objet d'un véritable guet-apens. Non, on comprend presque que c'était un assassinat. Non, ils ne comprennent pas, ils l'ont dit. Ils ont dit que c'est un assassinat. C'est un assassinat. Donc, assassinat avec plusieurs contusions, plusieurs coups reçus à la tête, etc. Bon, c'est vraiment bizarre. Et je pense qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Le fait que cette affaire ressorte maintenant, à quelques encablures du début de la Coupe d'Afrique, et aussi de la désignation probable. Enfin, il reste encore un peu de temps, c'est durant le premier semestre 2015 que la décision va être prise concernant l'affaire de la désignation de l'Algérie, éventuellement, pour la Coupe d'Afrique, pour héberger l'édition 2017. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, pourquoi à ce moment-là vraiment précis,
Et pourquoi le silence aussi des responsables algériens autour de cette question? Je me pose la question, vu le rapport de l'expertise camerounaise, et vu les contusions comme il vient de citer Jamal, avec des fractures au niveau du crâne, La clavicule. luxation de la clavicule, la colonne vertébrale, mais on a tous vu Ebossé, quand le match est terminé, et sortir, rentrer pour aller au vestiaire. Quand on lit le rapport, ça veut dire que ce garçon, soit il est tombé du 10e étage, ou bien il a été percuté par un camion. C'est vrai ou pas? Maintenant, on ne le met pas en cause comme je rejoins Habib. C'est vrai que de notre côté, il fallait peut-être, dès le départ, donner plus de détails depuis l'accident jusqu'au départ de Ebossé. Anticiper surtout. Exactement. Mais là, moi, ma conclusion, je pense que c'est une affaire de sous. C'est l'affaire dessous. Oui, je suis persuadé. Parce que le père a dit, je n'ai pas touché d'argent. C'est peut-être une forme de chantage. Écoute, C'est possible qu'il n'ait pas encore touché l'argent. Mais le but non avoué, c'est de toucher encore plus d'argent. En fait, maintenant, c'est une histoire d'avocat. C'est un avocat français qui, je rappelle, sa spécialité, c'est le droit sportif. C'est l'avocat de la famille et le conseiller de la famille aussi. Oui, bon, ils ne l'ont pas choisi comme ça. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a été dans les rouages du sport en France. Vous avez parlé, Habib, du temps. Oui. Il y a eu beaucoup de temps. Peut-être qu'ils attendaient que le virement arrive. Non, mais pour cette raison ils ont insisté surtout sur les conclusions de l'autopsie. Alors que les conclusions de l'autopsie ont été données, ça fait quand même longtemps. Voilà. Moi, je pense que c'est une affaire d'avocat qui veut soutirer le plus d'argent, et c'est tout. C'est pas. Voilà. On veut mettre une suspicion sur le rapport d'autopsie algérien. On peut se poser la question sur le rapport d'autopsie camerounais aussi. On peut se la poser. Bien sûr, on peut se poser toutes les questions. Non, ils sont allés très loin quand ils parlent d'assassinat. Vous qui connaissez bien la JSK, qui l'avait entraîné, est-ce que c'est pas encore une histoire qui va encore faire mal à ce club qui souffre cette saison plus qu'il n'a jamais peut-être souffert? Non, cette histoire, elle va faire mal à tout le peuple. Je peux dire même à toute l'Algérie, parce que la mort des Bossé a suscité énormément d'amertume. Et c'était un cauchemar pour la Kabylie. Donc je pense que le fait d'en parler déjà, c'est douloureux. C'est douloureux, ça va faire revivre le mauvais souvenir. Et je pense que le pauvre, il est mort plusieurs fois. C'est dommage qu'on en arrive là. Et je pense aussi, je partage la même idée que vous, c'est une histoire de sous. Malheureusement, c'est souvent... Mohamed, et on passe à la deuxième... Je pense, Eliade, que déjà qu'on a perdu un grand joueur. Albert Bossé, c'était le plus algérien des Camerounais. Mais je pense que dans cette affaire, quelqu'un est en train de réellement travestir la vérité. Ou récupérer cette affaire. Parce que si on se fie au rapport du médecin légiste, l'autopsie qui a été faite à Tizi Ouzou, le médecin parle d'une lésion au crâne causée par un objet contondant venant des tribunes. Mais là, quand j'ai lu hier le rapport du médecin légiste qui fait pratiquement 15 pages, j'ai été choqué. Je suis parti jusqu'à demander ce matin à un médecin ce qu'il pense des 5 lésions. 3 lésions au niveau du crâne et 2 lésions au niveau du bras gauche. Alors, je lui demandais est-ce qu'un objet contondant pouvait provoquer une luxation carrément de la clavicule. Une luxation, c'est que la clavicule c'est brisé en deux, et en plus elle perce la peau humaine. Donc je trouve que dans cette affaire, il y a certainement en présence de deux. Un est un bâtonnier au Cameroun, le deuxième avocat camerounais, il y a l'autre qui est avocat français, et plus le médecin, le chef des médecins légistes au Cameroun. Je ne sais pas pourquoi on a attendu tout ce temps-là. Il a été enterré, puis exhumé, et là on a en face de nous un rapport de 15 pages. D'où le titre, messieurs, je suis obligé de passer à autre chose, d'où le titre, l'autopsie de trop, peut-être. Avec ce point d'interrogation, on va passer au deuxième sujet, c'est l'entente de Sétif, vous l'avez dit tout à l'heure, Mohamed, l'aigle noir qui s'essouffle après un brillant parcours en Champions League africaine et cette équipe sétifienne qui voulait faire perdurer le plaisir et le rêve. Et on aurait aimé qu'elle s'effondre face à un grand. Elle s'effondre face à une équipe qui vient d'un pays qui d'habitude joue beaucoup mieux au rugby qu'au foot, les Néo-Zélandais d'Auckland. Ils ont progressé. Je veux l'avis maintenant, avant de commencer par l'avis journalistique, je veux l'avis technique de cette entame.
D'abord, c'est une compétition un peu fric pour la FIFA. C'est pas une énorme compétition. Hein. C'est pour faire un peu de spectacle, faire rentrer de l'argent et de la promotion. Ça commence à partir des demi-finales. Hein, Mais il y a du prestige et l'entente, elle a peut-être raté ce rendez-vous. La question, c'est pourquoi les Sétifiens l'ont raté? Ils n'étaient pas de taille, pas du niveau, trop fatigués? Bah, moi, personnellement, j'ai vu une équipe que je crois qu'ils ont joué le match de la Coupe du Monde avant qu'il arrive au Maroc. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même une préparation pas adéquate avec le haut niveau. Hein. C'est vrai que la Nouvelle-Zélande, on les connaît, comme vous l'avez dit, Riyad, au niveau du rugby, mais c'est la 6e participation en Coupe du Monde des clubs. Et là, j'ai vu le match contre l'équipe du Maroc de Tétouan. Ils y vont, j'ai vu que... Ah oui, exactement. Ça y va, puis il y a de la qualité, il y a de l'intensité dans le jeu, ils ne lâchent rien. Et je pense qu'ils ont fait une progression énorme. Maintenant, concernant l'entente des Sétifs, il ne faut pas demander trop aussi. Hein. C'est vrai qu'ils ont fait un parcours exceptionnel au niveau de la Champions League. Il ne faut pas trop demander aux Sétifiens à ce niveau-là? Ni aux Sétifiens, ni à toutes les équipes, y compris l'équipe nationale. On va en parler tout à l'heure, mais on parle du tournoi. On a tendance mondial. chez nous à ne pas respecter les étapes. C'est la première fois qu'une équipe algérienne gagne la Champions League et c'est la première fois qu'une équipe algérienne participe à un tournoi du Mondialito, comme ils l'appellent. Je pense que, on aurait tous aimé qu'il passe le premier match, surtout que en le fait, premier pour vous, match... c'est bien d'être champion d'Afrique et de perdre que 1-0. D'abord, ils ont perdu 15... Non, ce qui fait mal, c'est que ce n'est pas réellement un foudre de guerre qui les a gagnés. C'est-à-dire qu'on a vu... Il y avait de la place. Il y avait de la place. On a vu même certains joueurs qui n'ont pas participé. Les gens reprochent à Madrid de n'avoir pas mis d'emblée Younes, qui a été exceptionnel. Du coup, la star oui, du coup, devient un coach très moyen. Enfin, surtout pour la presse. Hier, j'ai vu à la télé un journaliste lui tomber dessus, alors qu'il y a 15 jours, c'est le même journaliste qui le montait au ciel. Donc, on est peu de choses dans la vie. On n'est pas beaucoup de choses. Mais il n'est pas le seul à vouloir le rabaisser maintenant. Parce que même son président, maintenant, veut le rabaisser. C'est ça le problème. Ah oui. Il l'a glorifié à un certain moment, et maintenant, parce qu'il a perdu un match... C'est trop dire, c'est fort, rabaisser. C'est vrai qu'il y a rabaisser, on parle d'une rupture entre les deux hommes. Ça veut dire quoi? Exactement. Hein. Ça veut dire quoi? Non, un président qui glorifiait son entraîneur il y a quelques semaines, il dispute un championnat du monde, c'est la première fois qu'on dispute un championnat du monde des clubs, c'est la première expérience, il ne faut pas trop demander. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est vrai que ce n'est pas l'entente décisive qu'on a l'habitude de voir, mais de là à ce que le président fasse la tête à son entraîneur parce que le match, il avait perdu, il n'était pas concentré, ou il n'a pas fait l'équipe, le 11 idoine qui devait jouer ce match, c'est possible. Mais de là à penser à se séparer de son entraîneur après une défaite comme ça, non. C'est un peu est-ce qu'on ne devient pas un petit peu fou à cause du public? Parce que les Algériens, quand ils pensent finale de Champions League africaine, ils pensent Mondialito, ils pensent Real Madrid, ils pensent grand club, ça les fait rêver. Mais finalement, la gloire de Sétif, c'est d'avoir été champion d'Afrique, c'est pas du tout jouer un Mondialito. Oui, mais moi, c'est vrai, on ne peut pas leur demander, enfin, personne ne leur a demandé de remporter le Mondialito non plus. Moi, ce qui était un petit peu désolant, c'est un peu la manière dont Sétif a géré ce match. C'est-à-dire, on n'a rien vu. C'est-à-dire, Sétif n'a rien fait pour gagner le match. Exactement. À part certaines phases, je dirais qu'ils ont joué à l'algérienne, c'est-à-dire au mauvais, pas à l'algérienne, le jeu, au mauvais sens. C'est-à-dire, ils n'ont rien fait. C'est-à-dire, on n'a rien vu. Ils n'ont pas essayé de gagner le match. On a l'impression que, comme a dit le Hajj, qu'ils ont joué le mondial avant d'y aller. Oui, ça c'est pas. Qu'on soit dans un jour sans. Oui. Normal, ça arrive. Ça arrive. Non, je suis d'accord. Mais c'était pas la première fois. C'était quand même un rendez-vous exceptionnel. Il fallait se. Moi, je pense que les joueurs, que Sétif n'est pas allé uniquement pour le plaisir, parce que le Kouan pour le plaisir de jouer, ils auraient eu une meilleure attitude. Ils auraient fait un meilleur match. Ils étaient tellement crispés qu'ils avaient raté le match. La vie de Mohamed Aberkan, et je suis obligé de passer à la troisième partie. J'aimerais, dans tout ça, dépasser le résultat, la première défaite de l'entente de Sétif, premier représentant en Coupe du Monde. Mais finalement, qu'est-ce qu'on a retenu de ce match? On n'a rien retenu. L'affaire l'a si bien dit.
les Néo-Zélandais. Si j'avais pas regardé le match, on m'avait dit l'entente Sétif avait perdu contre les Néo-Zélandais, j'aurais cru que c'était un match de rugby. On n'a rien retenu. Aucune présence de l'équipe de Sétif. Ils ont été bouffés sur tous les compartiments. Parce qu'on regarde que notre équipe. Et surtout physiquement. Non, parce que l'autre équipe nous a dominés physiquement. Ils les ont Elle dominés a physiquement. empêché Sétif de jouer. Voilà, alors que étaient Sétif a joué plus sur le fait réalistes. que l'équipe allait s'essouffler parce qu'ils ont fait un long voyage, ils ont joué 120 minutes avant. Or, ça c'est pas. Voilà, exactement. Alors en fait, c'est le second souffle néo-zélandais, c'est pas le C'est second exact, souffle. exact. On a assisté au second souffle. Alors, messieurs, je suis obligé de vous couper. Et finalement, Jamel avait raison. Je crois que les joueurs de l'entente de Sétif étaient terrifiés par cette compétition. C'est pour ça qu'ils ont perdu. Voilà, on va passer à la troisième partie de la Newsweek et la dernière, la Coupe d'Algérie, on l'a vu, avec les favoris qui passent. Le dernier, c'était le CRB. Aujourd'hui, victoire 2-1 à Chlef. Achlef. On en parlera dans un petit moment dans la troisième partie de l'émission. Tous les favoris passent, sauf le tenant du titre, le Mouloudia d'Alger. On a beaucoup parlé dans cette émission du Mouloudia, de son début de saison. Alors il gagne la Supercoupe et puis plus rien, ou presque. Le problème, c'était Charef. En tout cas, c'est ce que pensaient les dirigeants et certains supporters. Charef est parti. On a attendu un petit flottement, 10 jours, 15 jours. Et puis Arthur Georges est là. La Coupe, c'est pas un événement en soi. Mais en fait, le Mouloudia, s'il avait passé ce tour, peut-être que le Mouloudia aurait pensé peut-être se dire il y a encore un truc à jouer cette saison. On posait beaucoup d'espoir sur cette rencontre. Et il reste quoi au Mouloudia cette saison? À part sauver peut-être... on peut le dire? Sauver les meubles, d'abord. Sauver Sauver la tête, sa tête dans le championnat. Et pourquoi pas jouer à fond la Coupe d'Afrique par la suite. Parce qu'il y a quand même un challenge de la CAF Enfin, jouer la Coupe d'Afrique... qui se profile au mois de mars. Il faut une remontée déjà, assurer la remontée. Oui, moi Arthur Georges dit qu'il faut du temps. Arthur Georges, si je me limite seulement à ses réponses, à chaque réponse, il dit je ne sais pas. Alors, moi, je ne sais pas si lui, il ne sait pas ce qui se passe. Moi, je me demande ce que je vais savoir. Le problème... Reprennent à gagner les matchs. Voilà, c'est ça. Parce que ça fait la 6e ou 7e rencontre qu'ils ne gagnent pas. Ils gagnent pas. Je pense que si une qualification, quelle que soit la qualification, même au tir au pénalty, aurait fait beaucoup de bien surtout au Mouloudia, face au CSA sur le plan mental. Avec ça, ils vont réapprendre au moins à gagner. Ce qui est dramatique, c'est que même le but inscrit n'a pas été l'œuvre des attaquants. C'est ça qui est dramatique aussi. Ils menaient au score. Ils menaient au score et en Ils plus, se sont fait rejoindre et puis ils encaissent un deuxième but à 10. Facebook, on le dit beaucoup, vous parlez du Mouloudia et de Chaouchi, mais vous ne relevez pas l'effet Belhout. Qu'est-ce que vous pensez de Belhout? Malade, qui revient de loin, il prend le CSC et... c'est un C qui va bien, qui va très bien. Il est déjà passé sur plusieurs clubs. Mais je vais laisser Saadi répondre. Tout le monde répond à toutes les questions qu'il y a ici. Ça fait un bon moment qu'on connaît Rachid Belhout sur le plan national. Et là où il est passé, il a laissé son empreinte. Moi, j'y crois pas trop. On parle souvent d'effet psychologique quand il y a changement, peu importe de l'entraîneur. Je ne sais pas si ça existe ou pas. Saadi nous le dira. Mais il a livré quand même une série, là. Lui-même a répondu. Ça n'existe pas. C'est pas parce que le fait que je suis venu. Ils ont joué, ça se passe au niveau des joueurs. Ils ont gagné. Ça ne veut pas dire que c'est moi qui ai créé cette flamme. Non, mais attendez. La seule fois où moi je peux croire au choc psychologique, c'est quand une équipe refuse un coach où il y a par exemple des joueurs, et Hadj, tu ne vas pas me contredire, des joueurs qui ne jouent pas ou qui jouent peu. Et dès qu'il y a le nouveau coach, tout le monde veut le charmer, Nourdine Saadi. Veut bien jouer, veut gagner sa place. C'est peut-être ça le seul choc psychologique. Quand il est venu, le premier match qu'il a pris, c'était à Constantine. On lui a demandé est-ce qu'il y a eu l'effet Belhout. Exactement. Il a dit que non, ça n'existe pas. Mais il a pris un joueur qui se nomme Hadji. Il l'a quand même métamorphosé en le motivant. Mais Hadji jouait d'abord. Ils étaient le meilleur joueur à cette on va poser la question à Nordine. Est-ce qu'il y a un effet d'abord psychologique? Est-ce que vous y croyez, vous? Je crois que c'est faux de mettre tout sur le compte de l'entraîneur. Soit quand il perd, soit quand il gagne. Dans ce cas-là, on revient à l'équipe de l'USMA. Velud était, une semaine avant, il était sur la sellette. Il ne gagnait pas et puis maintenant il gagne tous les matchs. Voilà. Alors il était mauvais, maintenant il est bon. C'est complètement, il y a une adhésion ou pas de l'équipe. Simplement, il faut regarder ce qui se passe dans un groupe
par exemple, L'USMA gagne depuis que Hadj Adlan est arrivé par exemple, le Mouloudia. Ils ont montré quand même un bon visage contre le CSC. Ils ont bien joué. Mais ils sont en crise de confiance. Ce n'est pas le cas du CSC. Le CSC n'est pas rentré en crise. Il y a eu un match nul. Je pense qu'il y a eu un clash avec le coach quand même. Il y avait un problème avec Garzito. On a voulu se débarrasser. Belhouti est venu, c'est un homme, c'est sûr qu'un entraîneur apporte. Il a apporté sur le plan psychologique. Déjà, il n'avait même pas travaillé dans la semaine. Il a été gagné à Schlef. C'est vrai. Il a réussi à motiver ses joueurs, à les mettre en confiance. Mais c'est ce que je vous dis, les joueurs étaient contents de se débarrasser de Garzito. Bien sûr. Juste après, ils veulent gagner le match, ils le gagnent. C'est ça, exactement. C'est ça l'effet psychologique. Quand les joueurs voient qu'il y a un changement au niveau de la barre technique, eh ben, d'habitude, ils se donnent à 50%. Quand il y a un changement, ils se donnent à 100%. Ils ne perdaient pas aussi avant parce qu'il y avait Garzito. Et lorsque vous avez un groupe de joueurs qui est pour le départ de l'entraîneur, un groupe de joueurs qui est contre. C'est ça le drame, et c'est ce qui se passe au Mouloudia. Mais sur ce match, Jamal, sur ce 32e de finale entre le Mouloudia d'Alger et le CS Constantine, c'est pas que le Mouloudia était le CC était aussi mauvais sur ce match. Sur sa pelouse avec son public, ça s'est joué sur un rien. Le CS était prenable, voyons. Mais c'est très prenable. Quand on voit beaucoup d'occasions ratées, le Mouloudia, c'est une vraie calamité, ce match-là. Alors, l'attaque, n'en parlons pas. Les deux latéraux, Hachoud et Zerdan, qui avaient l'habitude de jouer haut, il n'y avait rien. Ce sera la dernière parole, c'est la fin de la Newsweek. Merci Mohamed, merci à tous. On va passer à la deuxième partie de l'émission. C'est bien sûr le sujet qui intéresse tout le monde, vous le savez, c'est cette fameuse liste. Et avec des surprises, hein, il ne nous l'avait pas donné dans la première de Yes Weekend. Et pourtant, on l'a titillé, le coach national. Le face-à-face de ce soir, c'est bien sûr le décryptage des 23 de Christian Gourcuff. Après plusieurs jours d'attente, la fameuse liste des 23 est tombée ce lundi. Il s'agit du groupe choisi par le sélectionneur national Christian Gourcuff pour disputer la CAN 2015. Des surprises, il y en a eu. Comme il fallait s'y attendre, Gourcuff avait laissé entendre qu'il allait appeler un joueur qu'il n'avait encore jamais convoqué. Il s'agit finalement de Fouad Qadir. L'ailier droit du Betis Séville fait son comeback chez les Verts après plusieurs mois d'absence. L'autre surprise est moins curieuse, celle de la convocation de Mehdi Abid. Le jeune milieu de terrain de Newcastle, déjà appelé pour le match de l'Éthiopie, Abid avait déclaré forfait quelques minutes avant le début de la rencontre. L'ancien international espoir viendra remplacer Adlan Guedioura, en manque de jus et qui se retrouve ainsi dans la liste des réservistes. Sinon, en attaque, on enregistre la convocation de Ishaq Belfodil. Irrégulier avec son club, l'avant-centre de Parme viendra suppléer le centre-avant titulaire Islam Slimani. Bounjah étant relégué dans la liste des réservistes qui ne contient pas le nom de Riles, ce qui confirme son malentendu avec le sélectionneur national. Les intentions de Christian Gourcuff sont claires, des doublures dans chaque poste et dans chaque compartiment, adéquate à son organisation tactique le 4-4-2, basé sur Yassine Brahimi, en meneur avancé ou deuxième avant-centre, difficile de donner l'expression exacte de son rôle, mais en cas de défection du métronome de Porto, qui sera sa doublure, Gourcuff changera-t-il carrément de stratégie de jeu? Je ne vais pas y répondre, déjà, mais vous avez, contre le Mali, bon, justement, l'expérience Soudani, Slimani, bon, même si elle n'a pas été concluante, était aussi intéressante justement à tenter, parce que c'était aussi des choses qui peuvent arriver. Yacine avait dû être blessé aussi à un match, et bon, j'avais demandé à Sofiane, je crois, de jouer plus haut. Enfin bon, voilà, donc après... je dirais que Yacine est évidemment un élément important de l'équipe et il faut le mettre dans les meilleures conditions et c'est en tout cas ce que je me suis efforcé de faire en prenant mon poste. C'était clair que pour moi c'était un joueur qui était exceptionnel et qu'il fallait le mettre dans les meilleures conditions. Maintenant il peut malheureusement, oui, l'équipe d'Algérie peut jouer sans Yassine Brahimi, même si elle perdra en termes de potentiel. Dans les autres postes, les choses sont claires, 2 éléments pour chaque registre. Son équipe type, sa philosophie de jeu, sa tactique et ses armes sont désormais connues. Mais seront-ils à la hauteur pour remporter la CAN 2015? Réponse dans quelques semaines. Et
voilà donc cette liste des 23 avec quelques surprises. On va voir le tableau que va nous afficher Mehdi Haddad, que vous pouvez regarder vous aussi, messieurs, sur l'écran de contrôle. Alors, il y a Abeid de Newcastle. C'est une mini-surprise, même s'il était blessé. Et il s'est reblessé, c'est ce que vous m'avez dit, Jamal Rachdi. La surprise en attaque, c'est celle-là. C'est Ishaq Belfodil, le joueur de Parme, pas très en forme, qui doute depuis des mois, qui change de club, qui n'a pas beaucoup de chance, qui marque peu ou pas, alors que c'est son métier. Belkalem, le duo de Trabzonspor, est là, avec Medjani, ça n'a pas de surprise. Nabil Bentaleb, qui revient de blessure, mais qui n'a pas joué depuis longtemps, lui aussi, est-ce qu'il est au top de sa forme? Là aussi, on peut se poser la question. Majid Boughela, même si on savait qu'il n'était pas titulaire indiscutable et qu'il ne l'était plus, tout le monde savait que c'était le pilier de cette équipe, c'était le grand frère, le capitaine. Il est là, c'est le vestiaire. Tout le monde aurait mis $1 million sur Yassine Brahimi, ben, il est là, Yassine Brahimi, même si le PSG devrait mettre, s'il le veut, un peu plus que $1 million. Plus 49. Djabou est là, Doura, bien sûr, Sofiane Ferouli, qui a battu presque à lui tout seul le Rayo Vallecano. Deux buts. Fawzi Roulam est là, sur son côté. Halish également, certainement le capitaine est titulaire dans son poste avec Medjani. On parlera du 11 tout à l'heure. Mehdi Lahsen, mais avant, je l'ai sauté celui-là, il joue aussi en Espagne, au Betis de Séville. Et là, c'est la surprise maison de Gourcuff. C'est Kadir, pas du tout sélectionné ni appelé par Gourcuff depuis qu'il est en poste. Et il est dans les... Une fois quand même. Dans les cas. Il avait élargi. Attends, parce que les réservistes aussi, il y en avait qui étaient là, ils ne sont pas dans cette liste. Je parle... Il avait pris dans une liste élargie. Je parle des 20 joueurs de champ. Mehdi Lahsen, il l'a dit dans Yes Weekend que c'est son patron, il est sûr, il est en forme. Riyad Mahrez qui était remplaçant ou il chauffait le banc presque avec Vaïd, là il est titulaire indiscutable. Je déroule la liste et on va en parler. Issa Mandi, lui, qui est bien sûr là, il a trouvé son alter ego, c'est Zefen. C'était face au Mali qui avait pris sa décision. Mbolhi, bien sûr, Medjani, j'en ai parlé. Masbah de la Samp. Slimani, bien sûr, c'est son titulaire parce qu'il l'a même avoué. Mon meilleur duo en attaque, c'est Brahimi Slimani, ils s'entendent bien. Soudani, il était là. Moi, j'aurais mis une petite pièce sur Boudbouz à la place de Soudani. Il n'a pas osé chambouler le groupe, parce que Soudani fait partie de ce groupe. Après le but qu'il a marqué ce week-end. Taider et bien sûr Zemamouche, les réservistes, Kadamuro, Guedioura, Mehdi Mustafa, Mesloub de Lorient, Boudbouz, Kachi et Bounjah de l'Étoile. Pratiquement, si personne ne se casse une patte, ces réservistes resteront dans leur club, messieurs. Premier commentaire sur cette liste. Allez. Belfodil, moi je pense que c'est par rapport à la... Le buteur qui parle du buteur. À la performance de Bounjah au dernier match qu'il a été incorporé. Si réellement Bounjah a fait ce que l'entraîneur attendait de lui... Belfodil ne serait pas là. Exactement. Il serait dans les réservistes. Je pense que c'est par rapport à ça qu'il a choisi Belfodil par rapport à Bounjah. C'est ton avis, non? Je pense que c'est mon avis. Parce que Bounjah ne l'a pas convaincu quand il l'a fait rentrer, et donc il s'est dit, bon, il n'a pas convaincu, je prends l'autre. Bah oui. Écoutez, il l'a fait rentrer pendant 10 minutes. Un quart d'heure. Un quart d'heure à Blida. Maintenant, s'il faut faire rentrer un attaquant pendant 90 minutes... Il faut, bien sûr. Moi, je pense autrement. Honnêtement, je pense que nous allons jouer une Coupe d'Afrique. Les trois équipes sont quand même de très forte constitution physique. Et je pense qu'on avait besoin d'un bon remplaçant au cas où Slimani viendrait à souffrir un petit peu ou à se blesser. Donc je pense sur le plan de la corpulence, un joueur comme Belfodil peut rivaliser sur le plan physique avec des défenseurs aussi grands. Dans ce cas-là, Jamal, comment il s'appelle Ishaq Riles, je pense qu'il... Oh, Riles, on va en parler dans un petit moment. Non, je voulais en parler. Riles, c'est un autre cas. Riles, c'est un autre cas. Messieurs, gardez votre liste des 23 en tête et gardez dans un petit coin de votre tête le possible 11 de départ dans cette liste. Pub et on revient pour parler des 23 de la Coupe d'Afrique des Nations 2015.
Retour sur le plateau de Face Foot avec cette liste des 23. On en parlait, messieurs, avant la publicité. On parlait bien sûr des attaquants, notamment Hadj qui parlait de Belfodil et qui a lancé, comme ça tu ne diras pas que je t'ai coupé, qui a parlé de Riles, qui a changé de club pour avoir plus de temps de jeu, parce qu'à Porto, ça ne marchait pas franchement très fort, et il marque. Mais à votre avis, s'il n'est pas dans la liste, et surtout, ce qui est bizarre, qu'il n'est même pas dans les réservistes, c'est qu'il y a quand même une raison. Tout le monde le sait. Oui. Tout le monde le sait, peut-être pas tout le monde. J'ai parlé de Jamal tout à l'heure de Riles, la morphologie, c'était un attaquant qui y va. Et là, apparemment, au match du Mali, il a tenu des propos vers l'entraîneur. Riles ne veut pas accepter son statut de remplaçant. Donc, apparemment, il a eu des mots pas trop gentils avec le coach. Donc, il n'est pas là. C'est pas... Non, mais je crois que... Je pense que c'est Gourcuff, finalement, avait raison de l'écarter après les propos qu'il a tenus, cet écart disciplinaire et ce télescopage verbal avec le coach. Moi, je trouve qu'il avait raison de l'écarter, de ne même pas le mettre sur la liste des réservistes, parce que quand on est un joueur professionnel, on est censé respecter les choix du coach, et c'est le coach qui impose sa touche. Et là, je crois que Christian Gourcuff a 2 ou 3 éléments de près, et il a pris tout le monde pour recommencer. Finalement, il ne pouvait pas chambouler tout l'effectif. On ne va pas dire qu'il y a une grosse surprise, mis à part le retour, bien sûr. Personne n'attendait le retour de Fouad Radid. En plus, c'est certainement son dernier tournoi continental, sa dernière Coupe d'Afrique. Ça, c'est des joueurs confirmés. C'est vrai que peut-être la demi-surprise, comme l'a annoncé tout à l'heure Riyad, c'est Abid qui ne joue pas actuellement avec son club. Et puis, on ne l'a pas vu en œuvre en équipe nationale. Sinon, les autres, Bentaleb, on le connaît. C'est un joueur qu'on connaît et on connaît ses qualités. Même Kadir, c'est vrai que Kadir a disparu. Bentaleb aussi, il a été pris limite avant le mondial aussi. Hein. On avait décidé de le ramener en grande pompe. Oui, mais il a montré quand même ce dont il est capable. Bentaleb, il y a un potentiel très important. Avant de parler du 11... Pour revenir seulement à l'histoire de Riles, je crois que Gourcuff ne veut pas créer de précédent. Il y a eu un écart de langage. Ce joueur ne rentre pas dans son groupe sur le plan de la discipline, il l'a éliminé tout simplement. C'est la règle du coach. Voilà. Hein, quand un joueur est indiscipliné ou il menace le groupe, on l'écarte. Mais c'est dommage aussi. C'est tout à fait normal. Mais je pense que discuter, bon, moi peut-être parce que je suis entraîneur plutôt que... Et c'est pour ça que vous êtes là. C'est pour ça que vous êtes là, Nordé. Discuter une liste... Pour moi, ça ne se discute pas. Mais on ne discute pas. Nordé, on ne discute pas la liste. En fait, la liste de Gourcuff, c'est ses armes pour aller jouer la CAN. OK? Maintenant, avant de parler d'un 11 de départ... Non, j'ai envie de parler d'une autre liste. Non, il ne rate pas une occasion j'ai envie de parler d'une autre liste. Dites ce que vous avez envie de dire. Parce que bon, la liste, c'est l'entraîneur qui fait la liste, c'est clair, il y a 23. C'est quelle liste dont vous voulez parler? Mais moi, je vous ai vu... La dernière fois, j'étais en Kabylie. Et voilà que je vois mes collègues et mes amis interviewer M. Gourcuff. Et moi, j'y étais pas. Et donc, je vous pose la question, Face Foot, en direct, pourquoi n'ai-je pas été convié tout simplement, à cette réponse était tout simple. Quand nous avons obtenu un rendez-vous avec le coach nous a dit je vous accorde ce privilège à notre chaîne, après avoir fait la conférence de presse, puisqu'il avait fait 48 heures avant, je l'accorde aux journalistes de ZRTV ou à des journalistes pour répondre à des questions de journalistes, tout simplement. Et c'est pour ça que notre chroniqueur et coach Nordis a dit... Moi, je pense que... Et je suis sûr que vous aimez être tout, sauf journaliste quand même. Non, c'est pas la question. Je pense qu'il a été éliminé pour un écart disciplinaire. J'aurais pu poser des questions peut-être à laquelle vous n'avez pas pensé. J'aurais aimé lui poser une question personnelle. Les SMS, ça arrive de Kabylie. Vous pouvez envoyer des SMS aussi. Je sais pas. Alors, votre question. Non, moi, je ne pense pas que ça... Je pense à autre chose. Je pense que ça a été une... Non, c'est le coach une injonction. Il n'y a pas d'injonction, c'est le coach qui voulait avoir les journalistes en face. Mais la question technique que j'aimerais bien que vous y répondiez, il y a l'Afrique du Sud, premier match, ensuite le Ghana, ensuite le Sénégal. Est-ce que, s'il n'y a pas de blessure, si les joueurs sont en forme, à votre avis, Gourcuff garde son 11 de départ pour les 3 matchs, ou alors le 11 et la physionomie de l'équipe de départ peut changer selon l'adversaire et selon, bien sûr,
les résultats qu'on a au premier et au second match? Je pense que ça ne se prépare pas à l'avance, ça. Une fois, c'est sûr que dans la tête de l'entraîneur, pour ce tournoi, il doit penser au minimum à 14 joueurs. Mais cela dépendra de tout l'environnement, y compris la météo, y compris le taux d'humidité. Donc il va connaître les joueurs qui peuvent souffrir jusqu'à la fin. On a vu, vous vous souvenez, un match en Gambie où il y avait, c'était Kadamoro, je pense, son premier match, qui n'arrivait pas. Il a terminé très courageusement le match. Donc je pense qu'il va réfléchir à ne pas changer d'effectif les 2 premiers matchs. Pas changer d'effectif, donc le même 11 de départ. Et ça dépend le résultat, comme vous venez de le dire. Si on commence avec une victoire. On ne change pas une équipe qui gagne, on va Exactement. dire. Et puis on parle de gestion. Une nation qui veut aller le plus loin possible dans cette CAN, toutes les CAN qui existent. Il faudrait que la gestion soit bien étudiée, bien établie. La gestion du physique, vous voulez dire? La gestion du groupe, c'est très important. Maintenant, si on gagne et la dynamique est là, c'est parce qu'on aura tout le temps de récupérer. Il y aura 4 jours, je crois, pour le second match. 19-23. Et il y aura tout le temps. Et puis, je pense pas qu'il va chambouler son équipe pour essayer d'assurer au deuxième match et de passer le deuxième tour le plus tôt possible. C'est vrai, Hadj, ce qu'il a dit, parce que finalement, quand on est prétendant, on n'a pas le droit d'hésiter ou jouer au changement, parce que c'est vrai que ça va jouer sur les deux premiers matchs, même si l'Algérie, c'est ce qu'on souhaite, gagne les 2 matchs, il faudrait qu'elle enchaîne avec une troisième victoire. Et c'est un groupe très compliqué, ce groupe. Parce qu'il faudra éviter le meilleur de l'autre. L'Afrique du Sud, le Ghana. Sur le plan du calcul, excusez-moi, mais 2 victoires, c'est pas évident qu'on se qualifie. D'accord? Donc même avec 2 victoires, c'est pas. Non, attendez, c'est pas avec 2 victoires qu'on est sûr de se qualifier. Si, en tenant compte des résultats des autres équipes. Mais avec 2 victoires, tu n'es pas sûr de te qualifier dans un groupe composé du Ghana, de l'Afrique. Et imaginez que toutes les 3 équipes battent l'Afrique du Sud ou battent le Sénégal. Imaginez ça. Donc on va se retrouver avec 6 points. Voilà. Mais non, donc, déjà commencer par 2 victoires, je pense qu'on aurait mis un grand pas. Oui, bien sûr. Il y a aussi la philosophie de l'entraîneur, il l'a bien expliqué la dernière fois. C'est-à-dire que lui, c'est son 4-4-2. Il faut qu'il prend le jeu à son compte. Il ne gère pas l'adversaire. Il doit dominer l'adversaire. Surtout quand il joue contre des équipes africaines. Donc pour lui, le 11 de départ, il est déjà exactement, il est dans sa tête. Enfin, il a déjà fait jouer avant. Donc sa liste des 23, c'est quoi? Bon, il a son 11. Les hésitations. C'est quoi son 11? Le 11 habituel, il est connu, celui qui a joué. Roulem Mandi, Medjani Halish. Bon, peut-être. Ça peut se discuter. Voilà, ça peut se discuter. Sinon, c'est l'Ahsen, c'est clair. Maintenant, qui va accompagner l'Ahsen? Ben Taleb Taïder. On ne sait pas encore. C'est Bental Abou Taïder. Il ne va pas mettre Abeid dès le départ. Je pense qu'il va être titulaire. Oui, c'est clair. Alors, milieu après, le reste. Farouli Mahrez, Slimani. C'est ça le 11. C'est ça son 11. En fait, celui qui. Il y aura 2 milieux de terrain, Bentaleb et Lahsen. Moi, j'opterais pour Bentaleb. Et puis il y aura Farouli, Brahimi, maintenant les 2 attaquants. Non, c'est possible qu'il pour lui, Brahimi n'est pas milieu. Pour lui, Brahimi, il est attaquant derrière, deuxième attaquant. Farouli. C'est les 2 milieux de terrain qui peuvent écarter sur le côté. Mais non, c'est les 23, c'est ça. Je pense qu'il va commencer avec ça. Les hésitations, c'est pour prendre les autres. Les hésitations, c'est, il pense à la deuxième mi-temps, qui peut, les remplacements déjà. Il imagine les matchs, les blessures. Tout ça. Il faut prendre le joueur le plus polyvalent possible. Donc c'est pour ça peut-être qu'il a pensé à Kadir, etc. Maintenant reste Belfodil. Belfodil, c'est aussi, on lui tend une perche. C'est-à-dire, il a des difficultés dans son club. On lui donne encore une chance de... On ne remet pas en cause ses qualités. Hein, jamais. C'est clair que Belfodil, c'est un joueur exceptionnel. Exactement. Non, mais maintenant, il faut le... Il manque de chance. Ne va pas s'aventurer. Il faut qu'il enchaîne. Il ne va pas s'aventurer aussi. Alors, est-ce que Belfodil va naître en Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que c'est possible? Toi, Hadj, qui est buteur, est-ce que le foot, c'est un peu de chance aussi? Beaucoup. Écoute, ça dépend de Slimani. Maintenant, si Slimani va planter but sur but, je pense que les chances de Belfodil
sera minime de participer. Ça dépend des résultats. Et ça dépend, Si on voilà, gagne. je reviens. Parce que Slimani, il est là pour marquer et faire marquer aussi. Hein. S'il fait marquer, c'est encore mieux. Sur les derniers matchs, il a été Il a progressé sur ça. Le buteur, il n'est jugé que par le but. Je ne sais pas si vous avez vu hier le match Balotelli joue à Liverpool. Vous avez vu combien de buts il a manqué? Il y avait un bon gardien. Il aurait mis un minimum de 3 buts face à face. Il les a bien travaillés, mais ça a échoué. Eh bien, la confiance n'est pas encore... Balotelli a un problème de confiance, Belfodil a un problème de confiance. Les attaquants du Mondial ont un problème de confiance. Voilà, c'est un peu ça. Si jamais, si jamais il marque un but, que ce soit de la tête, de l'épaule, etc., il va reprendre confiance. Alors, s'il est essayé, par exemple, contre le match contre la Tunisie, le 10 ou le 11 janvier à Radès, s'il est essayé, Il n'a pas le problème d'efficacité. il a des qualités. Il n'a pas le problème d'efficacité. C'est quand même, il ne marque pas, Il joue pas assez. Mais il joue pas assez. Et en équipe nationale, il a Il joué, faut il n'a qu'il pas joue montré. assez. Alors, pour terminer, je voulais vous poser une question avant qu'on passe à la troisième partie. Je suis désolé, messieurs, le temps passe vite. Hadj a parlé de gestion. Gestion du groupe, et gestion du physique et de la compétition, parce que c'est long. Généralement, on dit qu'on monte en puissance, on n'a pas de bol dans notre tirage, il faut déjà être en haut, au plus fort de notre puissance pendant ce tournoi. Mais notre groupe, si jamais on se qualifie, et on l'espère, c'est le minimum syndical, je dirais, parce que la dernière fois, on s'est fait sortir sur un chef-d'œuvre tunisien qui nous est tous restés en travers de la gorge. On est croisé avec le groupe D. J'aime pas dire groupe de la mort, mais c'est les deux gros groupes qui se croisent ensemble. Ça veut dire que pour arriver aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations, il faut aligner 4 énormes matchs contre 4 grandes nations du continent. 4 énormes performances. C'est-à-dire, après avoir joué l'Afrique du Sud, le Ghana et le Sénégal, on jouera ou la Côte d'Ivoire, ou le Cameroun, ou le Mali, ou le Sili national, qui peut passer, la Guinée qui peut passer. La Guinée qui va jouer devant des centaines de milliers de spectateurs. Hein. En football... Et moi, j'ai eu l'occasion de les voir. Je pense qu'en football, on ne peut pas, si vous voulez, réfléchir comme ça. Ça peut arriver comme ça, ça ne peut pas arriver. Ce qui s'est passé après le mondial, je pense que personne ne pensait que notre équipe nationale pouvait avoir cette allure du mondial et rester sur la même dynamique. On avait tous, disons, les expériences d'avant, on pensait qu'elle allait chuter. Or, même avec le changement d'entraîneur, c'est resté, c'était des matchs officiels, ils les ont gagnés. Le jeu même s'est amélioré. Donc, le jeu s'est amélioré aussi. Et donc, pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on a déjà fait 2 preuves. Et maintenant, c'est la 3e. Elle peut marcher. Moi, je pense que c'est un groupe très miné, c'est un groupe très difficile. Le Ghana, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Moi, je pense que si vraiment l'Algérie ambitionne d'être champion d'Afrique, elle doit s'extirper de ce groupe parce que c'est un groupe très difficile. Parce qu'on doit d'abord passer ce groupe C pour parler des quarts de finale. Parce que on n'a pas. Pour être champion d'Afrique, il faut d'abord battre ces Est-ce que vous pensez que psychologiquement, si on a un adversaire fort, on hausse notre niveau de jeu et on est au niveau de notre adversaire? Mais écoutez, moi je pense que c'est facile pour M. Gourcuff. Ce qui est arrivé par exemple à l'entente sétif, personne ne peut prouver, mais on suppose que le match contre la Nouvelle-Zélande, il a été pris peut-être d'une façon légère. Parce que tout le cheminement qu'a fait l'entente, franchement, battre le TP Mazembe, arriver en finale, gagner, etc. Une dynamique extraordinaire. Mais ils ont peut-être pris de haut cette équipe de Nouvelle-Zélande. Où ils étaient trop crispés aussi. Trop crispés, je ne pense pas. Donc notre équipe nationale, elle n'a pas lieu de sous-estimer. On est tombé dans un groupe où les joueurs sont déjà motivés du fait qu'ils ont affaire à de grandes équipes. Je resterai sur cette phrase de Nordin Saadi qui, lui, est optimiste. Il positive énormément et pour lui, cette équipe ne peut que monter en puissance. On l'espère, on va la suivre, hein, déjà messieurs. Concurrent, Riyad, hein.
notre équipe nationale part en concurrent pour essayer Gourcuff a d'aller- dit je n'aime d'aller- pas, d'aller au final. je n'aime pas l'expression qu'il a dit, je n'aime pas bomber le torse. Pour moi, il n'y a pas de favori, ça se joue sur le terrain. Je ne suis pas favori, je ne crois pas au classement FIFA. Le meilleur en Afrique, c'est celui qui gagne. C'est le jour J, c'est ça. C'est le celui football. qui gagne, voilà, c'est celui qui gagne 90 minutes ce jour-là, celui qui est plus en forme, celui qui a plus de chance. Oui, Donc, l'adage de Nordin Saadi, la vérité d'hier, c'est pas celle d'aujourd'hui, c'est ça pas sera celle pas celle de d'aujourd'hui. demain. Voilà, on va en reparler, on va suivre cette CAN. Toute l'équipe de FaceFoot suivra bien sûr le périple et les péripéties de cette équipe nationale. On va passer à la troisième partie de l'émission, celle que vous connaissez, que vous aimez, la vôtre, celle que vous faisez, c'est le face à vous. Alors, tout le monde rigole sur ce plateau parce que si c'est votre rubrique préférée, croyez-moi, c'est aussi la rubrique préférée des chroniqueurs de Facebook parce qu'à chaque fois, il y en a un qui est interpellé. Il fait partie de notre groupe. On n'a pas tout pris de ce qu'il y avait sur la page parce que cette semaine, je ne crois pas qu'il y a eu des questions à Nordin Capello. Il y en a une, je crois, pour Hadj. Que j'ai laissé tomber, finalement parce que la coupe c'était la semaine dernière et pas cette semaine, mais cette fois il y en a une, et devinez qui c'est qui la pose, Djemal Rachdi. Le fameux Trombadji. Trombadji, notre Mohamed Goldberg Trombadji. D'ailleurs, il faudrait que je demande à Mehdi Haddad de nous trouver une sixième chaise pour Trombadji, il faudra qu'il vienne sur ce plateau. Alors, lui en gras et en grand, déjà, et on va voir la question, il annonce la couleur. En majuscule, Mouloudia. Pour lui, il n'y en a qu'un seul, c'est le Mouloudia d'Alger. Le mal n'est-il pas plus profond? Chronique héréditaire, c'est quoi la solution selon vous, monsieur Rachdi? Éternel recommencement, virer une direction et en ramener une nouvelle, 3 points. Alors, c'est quoi la solution pour le Mouloudia? Si je trouvais la solution, je l'aurais donnée, ça Vous fait serez, longtemps. vous serez le Messie. Bien sûr. Le problème, c'est vrai que le Mouloudia vit des crises chroniques. C'est pas nouveau. Et si vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai dit une chose ici. Le Mouloudia, c'est quelque chose de particulier, en ce sens que lorsque les résultats ne vont pas, on ne demande pas seulement le départ de l'entraîneur, mais même la direction. Et des joueurs. Et des joueurs. C'est-à-dire qu'on essaie de tout balancer. Et à ce rythme-là, c'est pas possible de continuer. C'est vrai que c'est une crise à répétition chaque année, parce que le Mouloudia, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ce club. Et souvent, il y a un environnement malsain, avec tout le respect que j'ai pour Moi, ce que j'ai tous les gens. retenu de Trombadji, c'est éternel recommencement. C'est vrai qu'on a l'impression de vivre un éternel recommencement. Mais c'est ça, mais les grands clubs, On focalise beaucoup sur le Mouloudia, mais c'est tous les clubs qui ont. Écoutez, si vous allez voir le MCO, c'est le même problème. Vit des moments de Écoutez, le CSC, s'il avait perdu hier, vous allez voir le recommencement. Il y aura un recommencement. Si le CSC avait été éliminé hier, sur cette ère, avant-hier, voilà, Mouloudia, il se trouve que c'est un grand club, et le grand club ne laisse jamais les gens indifférents. Alors, il a posé la question à Rachdi, mais tout le monde peut répondre. Finalement, si on voit les choses plus clairement, il n'y a pas le Mouloudia qui est en crise, c'est tous les clubs qui sont en crise. Et à dire un truc très intéressant à faire, c'est parce que c'est un club de la capitale, un club très médiatisé. Et moi, je ne vois pas, si on vire tout le monde, c'est un éternel on va patauger une autre fois. C'est une crise. Une Mouloudia, il suffit qu'elle gagne un match et c'est reparti pour une saison. Non, ça a dit que quand on ne gagne pas, il faut virer. C'est la solution. Il faut changer. Non, pas automatiquement. Je sais ce que vous allez dire. Il faut se mettre autour d'une table. Non, c'est-à-dire, il faut virer, il faut partir, il faut démissionner. Si ça ne marche pas, c'est tout à fait normal. Un entraîneur qui ne gagne pas, s'il a un peu de fierté, il doit partir. Mais la Trombadji parle de direction, il ne parle pas d'entraîneur. Pardon, je parle d'entraîneur d'abord. Mais combien de temps? C'est-à-dire, chez nous, c'est devenu au week-end. Un jour, j'ai dit, je ne sais pas à quel journaliste, on espérait avoir des contrats de longue durée. On est devenu satisfait quand on a un contrat d'une année. Après, c'est devenu une exception quand on a un contrat de 6 mois. Après, on est devenu des journaliers.
Des C'est des fusibles. vacataires. Des ben, fusibles. on travaille à la... Des pigistes. Des pigistes. Voilà. Ben voilà, Bientôt- vous faites le même boulot que les journalistes, finalement. Bientôt, un entraîneur en Algérie va travailler un vendredi à la demande. À la carte. Et surtout lorsqu'il y a des présidents qui font l'équipe aussi. Lorsqu'il y a des présidents qui font l'équipe à l'entraîneur. Juste pour terminer avec le Mouloudia, je veux rebondir sur ce qu'a dit Djamal Rajdi. C'est quand il parle d'un club particulier. Bon, peut-être qu'il est particulier. Mais justement, est-ce que le temps n'est pas arrivé pour qu'il cesse d'être particulier? C'est-à-dire que l'histoire, la révolution, ça ne fait pas manger. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que le poids Il faut penser à autre chose lorsque la volonté de ceux qui dirigent existe. Est-ce qu'il y a une volonté pour essayer d'arriver et se débarrasser de tout ce qui peut, disons, handicaper ou polluer l'environnement du club? Est-ce qu'il y a la volonté de faire ça? En Non. fait, c'est peut-être ça la solution. Le problème. C'est ça la réponse à Trombel. Là, Se oui. débarrasser. Le Mouloudia est malade de son environnement. Point. D'accord, mais l'environnement, c'est le résultat qui le fait taire. Moi, je suis quand Voilà, même c'est passé ça. au Mouloudia C'est ça. 18 mois. J'ai pas eu de problème parce que les résultats étaient là. On était en deuxième division, on a accédé. Même avec les résultats, quand on veut virer Moi, quelqu'un, on avec le moi, vire. non. c'est Jusqu'au la moment où j'ai été viré par Même le s'il y a biais un des club- journaux. Même s'il y a un club Par un les- communiqué signé dans les journaux même s'il y a un sportifs. club que les résultats ne suivent pas. Ça veut dire que quand vous voyez le contenu, et qu'est-ce qu'il y a comme stratégie au niveau du club? Ça suit pas, ça arrive des moments où ça ne peut pas marcher. Mais quand il y a une bonne structure, une bonne direction qui protège l'essentiel, tôt ou tard, les résultats vont suivre. Et c'est là qu'on voit qu'il y a les différences entre un club S'il te plaît, laisse-moi dire. qui... Rapidement, parce que je dois passer à... Le Mouloudia. Écoutez, Non, mais je peux pas, monsieur. Nordine après Jamal. quand un grand club comme le Mouloudia, et quand on veut le redresser, on met n'importe qui. Parfois, on a nommé des managers qui n'avaient pas encore le niveau. Maintenant, il y a des dirigeants qui sont venus. Peut-être qu'ils ont le bon vouloir de bien faire, mais ils ne se sont pas entourés. On avait dit la dernière fois à quand nos équipes, nos dirigeants vont penser que le technique ne leur appartient pas. Oui. Engager des directeurs sportifs qui sont de niveau et qui peuvent faire la liaison entre les Jamal, deux. c'est la Moi, dernière je intervention. répète, le Mouloudia est un club particulier. Quand je dis particulier, c'est-à-dire de par sa popularité, de par le rush qu'il y a de ses supporters, etc. Et de son histoire, de son passé, de tout ce qui... C'est un club qui doit gagner des titres, qui doit jouer pour les titres. La stratégie qu'on doit mettre, c'est penser comment rentabiliser ce club. Mais quand on veut faire une stratégie de formation, c'est au niveau des jeunes qu'on commence à faire de la stratégie de formation, pas une équipe senior avec des joueurs qui ont 29 ans et 30 ans. Merci, on va passer à la deuxième question. Et celle-là, pour l'émission, elle est historique puisque c'est la première question posée par une femme. Parce qu'il y a des femmes aussi qui regardent FaceFoot. Alors, si vous voulez applaudir, vous pouvez, hein, messieurs. Alors, Maria Mernin, qui, elle, parle de l'entente de Sétif. Joueurs individualistes, amateurs, ils étaient nuls sur tous les plans. Ils n'ont pas profité de la chance qu'ils ont d'être tombés sur une équipe qui était malgré tout à leur portée. Ah, c'est une footeuse hein, quand même, hein, une amatrice de foot, je veux dire. Hein. Et pas une footeuse de ce que vous pensez, Jamal Rajdi. À leur portée, une équipe de la Nouvelle-Zélande où le foot est le dernier sport. Eh bien, où sont ces spécialistes et experts, elle parle de vous, hein, qui prétendent que l'Algérie a de bons joueurs locaux, de haut calibre, qui méritent de jouer en équipe nationale? Est-ce à cause de la médiocrité de la pelouse ou de l'hostilité des supporters marocains ou bien donc de l'amateurisme de nos clubs et de nos entraîneurs? Alors, messieurs, on a parlé de Sétif, mais c'est notre première dame dans l'émission, il faut lui répondre. Hein. Je pense qu'elle s'attendait que l'entente de Sétif remporte la Coupe du Monde des clubs. Pas remporte, mais au moins gagne un match. Écoute, elle parle de niveau faible de la Nouvelle-Zélande. Je ne pense pas que le niveau est faible. Hein. Non, mais Parce déjà, que c'était quand on voit l'évolution de cette équipe, regarde, vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, il y a de l'intensité dans le jeu, il y a une bonne organisation, et ils peuvent mettre n'importe quelle équipe en difficulté. C'est vrai que... On termine par l'amateurisme de nos clubs et nos entraîneurs. Bon, pas l'entraîneur, l'amateurisme surtout de nos clubs, oui. Nos clubs sont amateurs aussi. Hein. Nos clubs sont amateurs et nos championnats sont encore semi-amateurs. Oui. Elle a parlé aussi des joueurs locaux. Est-ce que la valeur des joueurs locaux?
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut la plupart revendiquer des d'avoir joueurs... des joueurs locaux? Parce que dans cette liste, messieurs, et merci. Il n'y a de me le aucun rappeler, joueur En 2013, de on est cette parti avec 7 joueurs locaux, si je ne me trompe pas. Le Mouchia, Aoudia qui était encore là, Slimani qui était encore là. Soudani qui était encore là, je crois. Plus. Pas l'année dernière, avant 2010. 2011. La dernière Coupe d'Afrique. 2013. 2013. J'en redemande des joueurs locaux de cette valeur. de cette valeur qui gagne la Champions Mais ça veut dire League. qu'on produit. Voilà, ça veut dire qu'on produit Je pense plus. qu'elle a écrit, ou qu'on produit de elle moins a en écrit son mot juste après la défaite. C'est l'émotion qui parle, c'est pas la raison. Non, Alors, c'est l'émotion. En plus, il y a beaucoup d'amertume dans sa plume. C'est vrai, on avait une certaine fierté l'entente de cette équipe qui remporte la Ligue des Champions, première équipe africaine qui remporte la Ligue algérienne qui remporte la Ligue des Champions. Et après ce match, je dirais un match scandaleux face aux Néo-Zélandais. Là, je vais dire. C'est la dernière intervention. Je vais passer à autre question. La question des joueurs locaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de joueurs de champ sur le plan local en équipe Non, nationale. elle veut dire qu'il ne faut donc pas revendiquer des joueurs locaux en équipe nationale. Je finis mon idée. Finalement, l'entente de cette équipe sur ce match n'a rien fait pour remporter les matchs. Voilà, vous l'avez dit, vous l'avez répété. On va passer à l'avant-dernière question, celle de Abdou Madrid Amzian. Il fallait quand même rendre un petit hommage à la première femme qui nous écrit. Oui, on lui rend hommage, on la salue, on la remercie de nous suivre, et j'espère chaque semaine. Et pour elle et toutes les femmes qui aiment le foot, et il y en a beaucoup. Alors, Amzian Abdou Madrid qui dit: est-ce que c'est logique d'obliger l'USM Blida, qui a perdu 2-1 aujourd'hui en coupe, de jouer à Schlef, malgré que c'était l'équipe qui a le choix du stade, puisque c'est le premier sorti au tirage, c'est le règlement en coupe. Normalement, si les responsables de Tchaker ne veulent pas accueillir le match, il faut donner l'USMB le choix. Alors, est-ce que l'USMB a donné un second choix, c'est-à-dire Brakni? Oui. Ou alors, on l'a obligé à choisir Schlef? Mais eux, ils reçoivent le match en Ligue 2 professionnelle à Brakni. Pourquoi on n'a pas joué à Brakni aujourd'hui? Mais la question, elle est là, Riyad. On a choisi de jouer à Tchaker. En supposant dire... Alors que Tchaker, il y a le cercle au niveau de la placette. C'est à côté, c'est à côté. Non, il y a souvent le cirque dans le football, alors que cette fois-ci, il y avait le cirque. Il n'était pas loin, il n'était pas loin. C'est un cercle à ciel ouvert. Hein. Non, mais le cercle, il était à côté, c'est le parking, le cercle. C'est pas ça la cause, c'est Mohamed. Oui, un cirque près de Tchaker, c'était pas possible de jouer à Tchaker. À Tchaker. Pourquoi pas à Brakni? Exactement. Où Alors qu'il est homologué en Ligue l'USMB 2. joue Ils reçoivent le ça... match. Non, parce que la logique voudrait que lorsqu'il y a deux grands stades dans la même ville, on prend le plus grand et le plus apte à recevoir surtout un match. Pardon. Maintenant, ils ont revendiqué chacun. Pourquoi? Si on pense que Brakni n'est pas homologué pour un match de coupe, pourquoi le serait-il pour un match championnat? Voilà. Professionnel. Maintenant, moi je pense que dans toute cette histoire, la fédération devrait revenir à la neutralité du terrain. Voilà. Ça ne rime à rien là-dessus, parce que imaginez qu'une équipe soit chanceuse, tirage au sort, qu'elle soit tirée la première à chaque fois, et qu'elle rencontre des petites équipes, et j'ai daté à la coupe. On n'en parle plus, on n'ajoute plus. Alors, on va terminer avec la dernière question Facebook. Elle est signée Mohamed Benbou, qui dit: à votre... Et il manque, je pense, avis. À votre avis, messieurs, la hiérarchie européenne va-t-elle être bouleversée cette saison en Ligue des Champions? Là, il parle de la Champions League. Alors, je ne sais pas si vous avez vu le tirage. On va voir le tableau tout de suite que va nous montrer Mehdi Haddad du tirage de l'UEFA. Oui, on va finir très haut. C'est-à-dire, d'habitude, la coupe est soulevée soit le Real, soit le Barça, soit le Bayern, Mais les favoris sont là, toujours présents. soit Chelsea. Et il y a eu l'Inter de Mourinho, je crois, une fois, qui a piégé. Voilà, ce tirage. On va tous se retourner. Nordin, tu peux te retourner pour voir le tirage. Shakhtar, ils sont toujours Paris présents. qui tire Chelsea, Man City, Barcelone, Leverkusen, Atlético. La Juve, Dortmund, super affiche également. Schalke, Real Madrid, le Real qui tire un club moyen de la Bundesliga. Shakhtar contre Bayern de Munich. Arsenal, Monaco, ça va être du rouge et blanc des deux côtés. Et puis le FC Bâle face au FC Porto de Brahimi. Messieurs, est-ce qu'on peut voir, cette année par exemple, ça c'est les 8e, hein, mais est-ce qu'on peut dire qu'un club comme Porto, comme Dortmund, même si Porto et Dortmund l'a gagné, il y a une équipe ici qui ne l'a jamais gagné.
c'est par exemple le Paris Saint-Germain ou Monaco qui a été finaliste, je crois, avec Didier Deschamps comme entraîneur. Ou Arsenal. Est-ce qu'on peut avoir une surprise cette année ou vous n'y croyez pas? Dire que Bâle ou Shakhtar va remporter la coupe, c'est clair que dès maintenant on peut dire que c'est non. Bon, le reste, c'est des grands clubs. Mais même parmi les grands clubs, il y a ces deux collèges. On ne peut pas parler de... C'est pas le même niveau, Real Madrid et Schalke. À mon avis, il n'y aura pas un grand bouleversement encore cette année. Quoique, il y a des équipes qui sont, disons-le, en crise, comme Barcelone, comme Dortmund. Comme Dortmund. Mais Dortmund marche bien en Champions League, bizarrement. Très bien. Oui, je veux bien les voir contre Juventus. Quoique l'affaire, ces dernières années, la Juve joue bien en Italie, mais joue mal en Ligue des Champions. Voilà, à un certain moment, la Juventus spécialement n'avait pas les favoris sont là, il y a des Real Madrid, il y a le Bayern. Non, il y a voilà Chelsea. justement. Je me retourne vers vous deux. Les favoris sont encore là. Alors les favoris pour vous, c'est qui? Bayern, Juventus, Real, Barça, Chelsea. Même pas Juventus. Exactement. Moi, je peux dire, un finaliste, ce sera Chelsea, c'est sûr. Parce que Mourinho? Parce que Mourinho, parce qu'il y a une transformation, radicale cette année avec le choix de super entraîneur et super équipe. Et le Bayern aussi qui va être présent pour, je pense, enchaîner avec une autre finale. C'est le même groupe, c'est le même entraîneur. Ils sont champions d'hiver déjà à quelques journées de la fin. Si on laisse le cœur parler, le Real de Madrid va encore. Non, mais sur le dernier match, sur le dernier match, j'ai beaucoup aimé Mourinho en conférence de presse, justement, qui avait prédit, qui avait dit que le Paris, ça serait génial. C'est quelque part pour chambrer ces Parisiens, c'est un club riche. Comment psychologiquement il démonte déjà Laurent Blanc? Voilà, je prends le shuttle, je suis à 1 heure de train de Paris, je viens, je mange Paris et je m'en vais. Non, mais c'est une façon de chambrer, j'ai déjà éliminé Paris, donc Paris ça serait génial. Mais je crois que là, en présence des 16 meilleures équipes en Europe, je crois que la hiérarchie va être respectée. Le Real, le Bayern... Dernière question, elle concerne notre chouchou. C'est Yassine Brahimi qui est le seul Algérien dans ce 8e de finale de Champions League. Qui n'a rien fait hier. Monsieur qui n'a rien fait hier. Je suis désolé. Attendez que je la pose, ma question. Il a été matraqué hier. Matraqué. Est-ce que vous voyez Porto au niveau européen cette année? Est-ce qu'ils peuvent monter encore au moins d'un cran? Ça sera difficile. C'est trop demandé. Porto-Bâle, ils passent devant Bâle. Ils peuvent passer. Contre le Bâle, je pense que... Porto, c'est le deuxième collège. Sur le plan technique, ils sont mieux que Bâle. C'est une bonne équipe aussi, Bâle. Donc pour vous, Yassine arrivera au moins au quart de finale de la Champions League cette année? Moi, je pense qu'avec un bon tirage au sort, quand j'ai dit un bon tirage au sort, s'il tombe contre Leverkusen, par exemple, si Leverkusen bat l'Atlético, élimine l'Atlético... Il y a toujours le si. Eh bien sûr, si. Quelle est l'équipe qui est sûre de gagner ici, à part les grands? C'est de tomber encore une fois sur le les grands sont pas l'abri aussi. Moi, je les vois passer devant Monaco ou Arsenal, par exemple. Oui, bien sûr. C'est possible. Pourquoi pas? Oui, bon, ça reste, tout est possible, mais bon, c'est difficile. Alors, le favori de coach Capello, c'est le Chelsea, les Blues de Mourinho, et c'est la fin. Messieurs, vous mettez un ticket sur qui, pour finir? Moi, je dis le Bayern. Si tout va bien pour les deux clubs, ça sera une finale Chelsea-Real Madrid. Je connais votre réponse. Bien sûr, Real Madrid. Moi, je dirais une finale qui se joue à Berlin cette année. Je verrais bien Dortmund-Bayern. Oh, ce serait beau. Ouais. Oh, ce serait beau. Dortmund-Bayern. Et ça sera à Berlin. Et Nordin Saadi qui va reprendre Chelsea, bien évidemment, parce que Abramovich va l'appeler, il vient virer Mourinho juste après. Merci, messieurs. À ce niveau, il y a des entraîneurs de très haut niveau qui sont en train de calculer tout ça. Non, il y a une histoire d'amour entre Chelsea et Mourinho, il ne quittera jamais, il quittera quand il en aura envie. On parlera peut-être de ce pari qui veut acheter tout le monde. Il va acheter Mourinho, il va acheter Messi, on verra. Brahimi, on en parlera. C'est la fin, on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Merci, messieurs. Merci à tous. La page FaceFoot de Facebook, c'est celle-là. Tapez, écrivez vos commentaires, votre avis. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine. Bonsoir.